Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis qui revient sur l'Iran. Un an après la mort de la jeune Mahsa Amini et le début de la révolte la plus importante contre la République islamique d'Iran, le régime s'est encore durci. La situation économique continue à se dégrader avec au moins un tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté. L'Iran est revenu en force sur la scène internationale et pourrait être tout près de franchir le seuil nucléaire militaire. C'est le symbole de la résilience du régime dictatorial iranien, au moment où des manifestants tentaient de commémorer le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini. L'Iran finalisait un échange d'otages avec les Américains et obtenait le déblocage de 6 milliards de fonds gelés en Corée du Sud. En une année de révolte qui a soulevé la société iranienne tout entière, 551 personnes, dont 68 enfants, sont mortes dans les manifestations. 7 hommes ont été exécutés et plus de 22 000 personnes ont été emprisonnées. Une répression féroce qui n'empêche pas le mouvement de se poursuivre et qui s'accompagne de tensions au sein même du régime, comme nous le verrons avec notre invitée Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne. Mais dans ce pays où 80% du pouvoir dépend du guide Ali Khamenei, qui a la haute main sur la justice et sur les redoutés gardiens de la révolution, rien ne se passera tant que le successeur de Khomeini sera là, ce qui renforce la détermination de millions d'Iraniennes et d'Iraniens de se battre pour l'avènement d'un Iran laïque et démocratique. Elsa Anguinolfi. Les quelques rassemblements sont filmés discrètement. Les rares images qui nous parviennent sont relayées par des activistes, des opposants et des journalistes sur les réseaux sociaux. Ce 16 septembre, les manifestants marquent l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, qui avait été le point de départ d'un mouvement de contestation inédit dans le pays. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. Les arrestations se sont multipliées. Signe que le régime craint que la rue ne s'embrase à nouveau. Mahsa Amini est décédée le 16 septembre 2022 à l'hôpital, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs. Elle lui reprochait de ne pas porter son voile correctement. Les manifestations se multiplient et s'étendent rapidement dans le pays. Les femmes jettent leur voile, le brûlent. Toute une jeunesse se mobilise contre le régime. La répression qui a suivi la révolte iranienne a été impitoyable. Elle a fait plus de 500 morts selon l'ONG Iran Human Rights et de nombreux blessés. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées. Des manifestants sont condamnés à mort et exécutés. Les grandes manifestations ont pris fin, mais la contestation du régime continue par d'autres moyens. Des Iraniennes sortent sans voile pour défier le pouvoir et s'encouragent mutuellement sur les réseaux sociaux, malgré les risques. La police des mœurs est à nouveau active, mais ça ne change rien pour nous. Nous sommes encore plus forts. Des femmes sont molestées, arrêtées en pleine rue, comme sur cette vidéo relayée par la chaîne Iran International. Les sanctions qu'encourent les femmes qui ne s'habillent pas selon les règles vont être alourdies. Une nouvelle loi vient d'être adoptée. Elle prévoit de lourdes amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les retrouvailles devant les caméras. 5 prisonniers américains ont pu rentrer aux États-Unis après un accord négocié avec l'Iran. Téhéran obtient en retour la libération de 5 Iraniens, mais aussi l'accès à 6 milliards de dollars de fonds bloqués du fait des sanctions américaines. Contesté et fragilisé à l'intérieur de ses frontières, le régime iranien met en avant ses succès diplomatiques. Fin août, il a obtenu son intégration au sein des BRICS, un groupe qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En juillet, l'Iran est devenu membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, une organisation régionale formée autour de la Chine et de la Russie. En mars, c'est avec le rival saoudien que l'Iran jetait les bases d'un rapprochement. Les relations s'améliorent aussi avec d'autres pays de la région. L'état de nos relations politiques, économiques et commerciales avec ces pays est aujourd'hui remarquable. L'Iran espère que ces rapprochements lui permettront d'améliorer la situation économique du pays.
Bonjour Azadekian, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris-Cité. Cela fait des années que vous suivez la situation en Iran, votre pays d'origine. Ce qui frappe, c'est la simultanéité entre cet anniversaire lié aux révoltes après la mort de Mahsa Amini et un certain apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran avec cet échange d'otages. Alors comment faut-il interpréter cela ? Bonjour. Justement, il faut l'interpréter dans le cadre d'une impopularité grandissante du régime islamique et finalement, ils sont contraints de faire une entente avec les États-Unis pour récupérer les 6 milliards de dollars d'argent iranien bloqués dans les banques en Corée du Sud. Et puis, plus tard, on verra ailleurs aussi, parce qu'ils ont besoin de ces sommes. La situation économique est très, très difficile. En même temps, face à cette impopularité à l'intérieur et à cette fragilisation du régime à l'intérieur, ils sont en train d'essayer de normaliser avec un certain pays de la région d'une part et tenter de discuter même directement avec les États-Unis autour des contentieux nombreux afin d'essayer de se renforcer à la fois à l'intérieur et au niveau régional et international. Alors justement, vous parlez de normalisation. Ce qui a frappé surtout, c'est évidemment ce rapprochement avec l'Arabie saoudite sous l'auspice de la Chine. Alors, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? Je pense que oui, c'est-à-dire que c'est pour l'instant l'effet d'annonce. Vous savez que l'Arabie saoudite se rapproche de plus en plus d'Israël et avait besoin aussi pour ce faire de normaliser avec l'Iran d'une part, mais d'autre part, les contentieux entre les deux pays sont très importants en ce qui concerne les champs pétroliers gaziers revendiqués à la fois par l'Iran, le Koweït et l'Arabie saoudite par exemple, en ce qui concerne les médias financés par l'Arabie saoudite qui diffuse contre l'Iran et vice-versa. Donc les contentieux sont grands, mais les Saoudiens aussi avaient besoin de normaliser diplomatiquement leurs relations avec l'Iran et les Iraniens avaient le même besoin. N'oublions pas que cela faisait de nombreuses années que les négociations entre les deux pays étaient en cours, d'abord sous l'égide d'Oman, ensuite l'Irak, mais finalement c'est la Chine qui a réussi à les réunir pour le rétablissement des relations pour l'instant diplomatique, juste au moment justement où le régime islamique a été ébranlé par cette révolution en cours à l'intérieur du pays. Alors justement, cette révolution, ça fait 1 an qu'elle a commencé. Elle a pris d'autres formes. Les femmes, effectivement, sont sous une pression énorme du régime. Est-ce qu'elles ont quand même fait vaciller ce régime depuis une année ? Écoutez, je pense que oui, ne serait-ce que du fait d'un décalage vraiment important entre la réalité de la société iranienne et en particulier la majorité de sa population, ça veut dire la jeunesse, qui aspire à l'ouverture sur le monde et qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui est très très bien éduquée, ne l'oublions pas, et bien formée d'un côté, et puis les institutions archaïques avec une élite au pouvoir qui est une élite idéologique, religieuse, et qui n'hésite pas de réprimer dans le sang toute velléité de changement de la part de cette société. Le régime a été très ébranlé par ces révoltes. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on a eu des pans entiers des catégories sociales impliquées dans un mouvement contre le régime. Il ne s'agit plus de demander des réformes, comme ça a été le cas, disons, en 2009, lors du mouvement vert, mais de demander, de revendiquer le changement de ce régime qui s'est montré incapable de se réformer. Donc on en est là et le régime le sait pertinemment. C'est un régime gérontocratique, tandis que la société iranienne est une société moderne et jeune, relativement jeune. Mais c'est un régime, on le voit, qui évolue de manière très très dure. Est-ce qu'on peut dire qu'il est aux mains vraiment de la frange la plus dure en ce moment ?
En ce moment, oui, ce sont des ultra-conservateurs qui, depuis juin 2021, avec le président Raïssi, sont arrivés au pouvoir. Le président Raïssi a été membre de comité de la mort qui, en 1988, a ordonné l'exécution de 4000 prisonniers politiques qui attendaient leur libération, qui avaient purgé leur peine. Donc c'est l'un des plus durs du régime. Il a été en fait nommé par le guide, très proche du guide. Il obéit à 100% au guide. Et si vous regardez aussi le judiciaire, toujours aux mains des ultra-conservateurs, et le Parlement islamique aussi aux mains des ultra-conservateurs. Donc l'ensemble des trois pouvoirs aujourd'hui avec le guide sont aux mains des ultra-conservateurs, c'est-à-dire des durs du régime qui tentent de continuer à se maintenir au pouvoir à travers une répression de plus en plus importante et en particulier contre les opposants et surtout contre les femmes qui refusent de se soumettre au diktat de ce régime. Mais est-ce qu'il n'y a pas de dissension au sein du régime, justement, du fait de ce durcissement? Est-ce qu'il faut parier sur cela? Écoutez, il y a eu des dissensions l'année dernière déjà au cours de cette révolution en cours, lorsque le régime a commencé à tirer sur les enfants. 73 enfants ont été tués par les forces de coercition. Il y a eu beaucoup de femmes aussi tuées. Donc il y a eu à ce moment-là des protestations au sein d'un certain nombre d'ayatollahs dans les écoles théologiques. Il y a eu quelques aussi dissensions au sein des forces militaires, en particulier l'armée régulière, mais les forces militaires n'ont pas changé de cap finalement et sont restées avec le régime. Alors en ce qui concerne les gardiens de la révolution, c'est eux qui contrôlent des pans entiers de l'économie, de la richesse iranienne et également qui ont un pouvoir financier, idéologique et politique important en plus de leur pouvoir militaire. Donc ils ont tout intérêt à ce que ce régime se maintienne au pouvoir. Il y a eu des dissensions néanmoins d'un certain nombre d'hommes politiques, en particulier de plus en plus de réformistes qui à un temps faisaient partie de ce régime, qui sont en train de prendre leur distance, et un certain nombre d'ultra-conservateurs même qui ont déjà pris leur distance et interviennent publiquement. Donc effectivement, les dissensions sont en cours, mais pas encore au point de faire effondrer le régime. Mais je pense que c'est un processus en cours. Au fur et à mesure que les mobilisations au sein de la société civile iranienne continuent, au fur et à mesure que la pression sociale continue, on peut s'attendre à davantage de dissensions au sein du régime. Alors, les sanctions, on le voit, n'ont eu aucun effet sur l'évolution du régime. Malgré leur durcissement, l'Iran a su trouver la parade, notamment grâce à la Chine et à la Russie. Mais la situation économique, on en parlait tout à l'heure, est catastrophique. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. Au centre de Téhéran, les allées du Grand Bazar sont bondées. Mais derrière cette apparente effervescence, la crise économique est sur toutes les lèvres. La hausse constante des prix ne favorise pas les affaires. La situation économique est pire que celle de l'année dernière et elle va encore s'aggraver. Les prix augmentent tous les jours. L'an dernier, l'inflation a frôlé les 50%. C'est la 4e année consécutive que les prix à la consommation augmentent de plus de 40%. Une hausse qui se répercute sur les loyers et renchérit toujours plus le quotidien des Iraniens. J'ai un bon emploi et un bon revenu. Mais je ressens une pression économique 3 à 4 fois supérieure à celle de l'année dernière. Selon les données officielles, un Iranien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Un chiffre encore largement sous-estimé selon plusieurs économistes. Sur ces 10 dernières années, le taux de chômage oscille entre 10 et 13% en Iran. Il a atteint cette année un taux historiquement bas à 9%. Mais cette baisse cache une diminution de la population active, surtout chez les femmes, particulièrement touchées durant la pandémie. Une situation qui inquiète bien plus certaines Iraniennes que le débat sur le port obligatoire du voile. Je n'ai moi-même aucun problème avec le hijab. Mais je serais plus heureuse si les conditions économiques s'amélioraient. Je pense que les questions économiques sont bien plus importantes que le sujet du hijab. En 2019, la hausse brutale du prix de l'essence avait déclenché des émeutes dans des dizaines de villes du pays.
Les sanctions économiques continuent d'affecter de nombreux secteurs. Une économie exsangue et pourtant l'Iran poursuit une dynamique de croissance depuis 2020 de près de 4% l'an dernier. Une embellie due notamment aux rentes pétrolières, accrue en raison du resserrement du marché mondial, mais qui ne profite qu'à une minorité d'Iraniens. Oui, alors on vient de le voir, hein, la rente pétrolière ne profite finalement à quelques-uns. Alors est-ce qu'il faut multiplier les sanctions contre les individus et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Écoutez, je pense que oui, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui doivent être sanctionnées, et pas seulement celles qui se trouvent en Iran même, mais également leurs enfants, grands enfants qui sont à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada et aussi partiellement en Europe, qui ont leur compte en banque, qui ont leur entreprise, qui travaillent main dans la main avec leur père en Iran. Donc, il ne suffit pas de sanctionner quelques personnes, ce sont des gens qui sont impliqués dans la répression féroce, justement, des populations contestataires. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Il y a énormément d'argent, il y a des milliards de dollars en jeu déjà, et aussi visiblement coordonner les efforts entre le Canada, les États-Unis et l'Europe s'avère un petit peu difficile, mais on sait que, en tout cas, ces sommes sont investies dans ces pays-là et il n'y a pas de volonté politique de la part des Américains et des Européens d'attaquer aux finances de ces groupes iraniens. En 2019, on s'en rappelle, il y a eu cette révolte qui était liée au prix de l'essence. La situation économique était déjà très dégradée. Finalement, le régime se maintient. Comment il fait finalement, malgré toutes ces questions liées à l'économie, comment il fait pour se maintenir ? Écoutez, d'une part, on le sait avec la répression féroce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2018 et à nouveau 2019, lorsque le prix de l'essence a été multiplié par 3, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de jeunes issus des classes populaires qui étaient dans 130 villes iraniennes à manifester. Et le nombre des morts s'est élevé à 1500. Des personnes tuées par le régime, 1500 issus des classes populaires. Donc la répression est féroce et à nouveau l'année dernière, on l'a bien vu, plus de 600 personnes tuées et ça continue, les arrestations. Il y aurait plus de 20 000 personnes à l'heure actuelle emprisonnées qui étaient à la direction des syndicats, direction des conseils étudiants, ouvriers, fonctionnaires et d'autres catégories sociales qui tentaient d'organiser leurs confrères et leurs consoeurs. Donc la répression. Et puis l'argent de pétrole est là, ne l'oublions pas. Quand même, le régime, sous les sanctions américaines, est parvenu quand même à vendre 1,5 million de barils de pétrole par jour l'année dernière, au dire de ses dirigeants, et cette année, 2 millions de barils de pétrole aux Chinois, certes un pays plus bas que le prix exercé sur le marché, mais quand même, il y a l'argent de pétrole qui rentre dans les caisses de l'État, mais qui ne sont pas redistribués et pour le bien-être de la population, pour créer de l'emploi. Mais la croissance est là grâce à la vente, effectivement, du pétrole. La population s'est appauvrie. Il y a plus de 50% de la population iranienne qui vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Et alors que, vous savez, l'Iran possède la deuxième réserve gazière et quatrième réserve pétrolière au monde. Parce qu'il y a des structures monopolistiques comme les gardiens de la Révolution, tout un tas de fondations et les gens au pouvoir donc qui utilisent à leur profit l'argent de pétrole. On ne peut pas tout mettre non plus sur le compte des sanctions américaines. La preuve en est que, comme les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran autour de la question de nucléaire et de la Russie, parce que l'Iran vend des drones à la Russie qui sont utilisés en Ukraine, eh bien, ils ferment les yeux sur la vente du pétrole. Donc, je pense que les sanctions états-uniennes sur le pétrole iranien n'existent quasiment plus. Et pourtant, l'argent n'est pas dépensé pour le bien-être de la population. Eh bien, merci Azad Ekian. C'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Je renvoie à la lecture de vos livres où vous analysez de manière très détaillée la situation dans ce pays, donc ce pays duquel vous êtes originaire. Merci beaucoup. Merci à vous.
L'échange d'otages et le déblocage de 6 milliards de dollars témoignent d'un apaisement dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Mais il n'annonce en rien la reprise des pourparlers pour un accord sur le nucléaire dénoncé à l'époque par Donald Trump. Anne Delette. La déclaration était attendue. Joe Biden à la tribune de l'Assemblée des Nations Unies. Nous restons fidèles à notre engagement. L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. L'enjeu du nucléaire iranien, un casse-tête depuis des années. Aujourd'hui, l'état des lieux est inquiétant. Selon certains experts, l'Iran pourrait se doter d'une bombe nucléaire en moins de 2 ans. L'Iran dispose déjà d'assez de matières fissiles hautement enrichies pour fabriquer 3 bombes nucléaires si le pays le décidait. Et pourtant, en 2015, tous les espoirs étaient permis. Arraché de haute lutte, l'accord de Vienne est signé entre l'Iran et la communauté internationale. C'est un grand honneur pour nous de vous annoncer que nous avons conclu un accord sur la question du nucléaire iranien. Concrètement, l'Iran peut poursuivre l'enrichissement de l'uranium, mais exclusivement à usage civil, et il renonce à l'arme atomique. En contrepartie, les sanctions financières pesant sur le pays seront progressivement levées. Mais en 2018, c'est le coup de théâtre. Avec ce geste symbolique fort, un drapeau américain réduit en cendres, la colère de ces députés iraniens face au retrait unilatéral des États-Unis et le retour des sanctions contre leur pays. Le président américain a annoncé son retrait de l'accord nucléaire et a menacé l'Iran. Cet homme mourra et son corps sera réduit en cendres pour nourrir vers de terres et fourmis, alors que la République islamique restera debout. Pour Donald Trump, ce désengagement était prévisible, une promesse de campagne. Au cœur de l'accord iranien se trouvait une grande fiction, selon laquelle un régime meurtrier ne voulait qu'un programme d'énergie nucléaire pacifique. Depuis, le dossier nucléaire est au point mort et le temps joue en faveur des Iraniens. Les équipes de l'AIEA piétinent, impuissantes dans leur mission de surveillance. Tout cela va très lentement. Telle est la réalité. Pas d'informations, pas de caméras, rien. La libération récente des ressortissants américains était une condition posée par les États-Unis avant tout nouvel accord et allègement des sanctions. Mais l'échéance des élections américaines dans 1 an, avec une possible victoire de Donald Trump, handicape de facto toute avancée en la matière. Golshifteh Farahani est sans doute l'une des Iraniennes les plus connues dans le monde. Elle a été la première actrice iranienne à franchir les portes d'Hollywood depuis la Révolution de 1979. Exilée en France, elle est aussi l'une des plus influentes voix dénonçant l'obscurantisme des mollahs iraniens. Depuis qu'elle relaye les vidéos tournées par les manifestants en Iran, son compte Instagram est vu par plus de 350 millions de personnes. Elle témoignait de son espoir de voir les choses changer dans un documentaire diffusé sur la RTS. Je pense que la peur a changé de camp. Le régime a désormais plus peur que le peuple. Bien sûr que le peuple a encore peur, mais la rage est plus forte et elle a changé de forme. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de votre fidélité. La prochaine émission sera consacrée à la montée en puissance des BRICS, dont l'Iran est l'un des nouveaux membres, et nous serons au Géopolitique de Nantes pour la réaliser. Portez-vous bien.